À la une de ce journal, la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications s'est ouverte à Kinshasa. Au cours de cette assise, les délégués vont réfléchir sur ce secteur vital et incontournable pour le développement. Ils vont réfléchir sur les mécanismes juridiques à mettre en place pour permettre aux professionnels de la santé de bénéficier d'une couverture d'assurance. Ce sont les participants d'un séminaire de réflexion qui s'est ouvert à Abidjan. Le continent africain va célébrer le 11 juillet 2024 la journée africaine de la lutte contre la corruption. L'occasion pour la haute autorité et pour la bonne gouvernance de faire un état des lieux des dispositifs de protection des lanceurs d'alerte. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. La 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Ouverte par la première ministre du RDC, les délégués venus du quatre coins de l'Afrique vont réfléchir sur ce secteur vital et incontournable pour le développement. Le point avec Ravaneli Ntouba et Freddy Mbala. La 25e session ordinaire du conseil d'administration de l'UIAT se tient à Kinshasa. Venus de tout le coin du continent, les participants à cette rencontre vont durant 3 jours réfléchir sur le fonctionnement du secteur des télécommunications. Pour le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Numériques, la rencontre de Kinshasa au-delà de tout revêt une importance particulière pour la RDC dans le sens où la 25e session va aborder la question du rapatriement à Kinshasa du siège de l'UIAT. L'agenda de cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications nous permettra d'adopter les lignes directrices ainsi que certaines orientations et positions qui vont guider nos politiques et stratégies sur le plan technique, juridique et de coopération. Mesdames et messieurs distingués invités, je me réjouis aussi d'un point important qui sera abordé durant cette session ordinaire, à savoir la question du rapatriement du siège de l'UIAT en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans sa capitale Kinshasa. Lancée par Judith Suminwa, la première ministre chef du gouvernement a mentionné combien les assises de Kinshasa est une opportunité unique non seulement de faire le point sur le progrès significatif dans le secteur de télécommunications et du numérique, mais aussi établir une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour relever les défis et saisir les opportunités colossales qui se présentent dans ce monde en constante mutation et révolution technologique. Chers délégués, chers participants, distingués invités, j'émets le vœu que cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UIAT, qui se tient dans la capitale de la République démocratique du Congo, soit une réussite à tout point de vue. Elle devra mettre un point d'honneur à promouvoir la coopération régionale entre nos pays, ainsi qu'avec les différents regroupements sous-régionaux de ce secteur. Organiser efficacement le secteur de télécommunications et du numérique en Afrique est une nécessité inconditionnelle vu le rôle qu'ils occupent. Le secteur est au cœur du programme du gouvernement qui, suivant la vision du chef de l'État, fait du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. De retour à Abidjan pour parler de l'ouverture d'un séminaire de réflexion sur la mise en place d'un système de barémisation des préjudices de la responsabilité civile professionnelle médicale organisé par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Il s'agira pour les participants de réfléchir sur les mécanismes juridiques à mettre en place pour permettre aux professionnels de la santé d'exercer dans le secteur privé et de bénéficier d'une couverture d'assurance couvrant leurs responsabilités civiles. Plus de précisions avec Pierre Tebeu et Doumbia Yuba. Les assureurs étaient jusque-là réticents quand il s'agissait d'assurer les préjudices résultant de la responsabilité civile professionnelle médicale santé des médecins. Et la loi numéro 2024-240 promulguée le 24 avril 2024 dispose en son article 20 que nul ne peut exercer en clientèle privée s'il n'a souscrit à une police d'assurance couvrant les risques professionnels auprès de la compagnie d'assurance agréée.
peut-être bientôt le bout du tunnel. C'est entre autres raisons de cette rencontre organisée par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, les professionnels de la santé et les professionnels du droit pour mener la réflexion sur la barémisation des préjudices résultant de la responsabilité civile, professionnelle, médicale, santé. Alors le système de barémisation, c'est de dire que, bon, voilà, désormais en matière de erreur médicale, en matière de mise en œuvre de la responsabilité civile médicale, voici les chefs de préjudice qui sont indemnisables. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a défini les chefs de préjudice indemnisables, c'est de dire concrètement, sur ces chefs de préjudice indemnisables, quels sont les montants à payer. Une fois qu'on a défini les montants, on a là le système de barémisation qui est en fait une espèce de... qui se résume à un certain nombre de tableaux qui dit pour tel ou tel type de préjudice ou pour tel ou tel type de personne, voici les montants qu'il faut avoir. La collaboration et le dialogue entre les différentes parties prenantes s'avèrent importants dans la mise en œuvre opérationnelle de ce système de barémisation des préjudices résultant de la responsabilité civile, professionnelle, médicale, santé. L'assureur estime que autant la victime ne doit pas s'enrichir, mais autant les assureurs ne doivent pas faire faillite. Parce que si les condamnations sont comme celles que j'ai présentées, près de 700 et quelques millions, et si ça se répète, nous n'aurons plus d'assureurs. Plusieurs sessions et communications étaient inscrites au programme de cette journée de réflexion. Une journée menée avec des enjeux importants et pour les assureurs et pour les professionnels de la santé opérant dans le privé. Le continent africain va célébrer le 11 juillet 2024 la journée africaine de la lutte contre la corruption. Une édition consacrée cette année au mécanisme de protection des lanceurs d'alerte dans les 48 pays de l'Union africaine. En Côte d'Ivoire, c'est donc l'occasion pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de faire un état des lieux des dispositifs de protection de ces personnes et des avancées enregistrées par le pays ces dernières années. Un exercice auquel s'est livré ce mercredi Epiphane Zorobi-Balo, président de l'institution en charge de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de l'écouter. Cette année, l'Union africaine met en lumière le rôle crucial des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption à l'occasion de cette célébration. Ces citoyens courageux jouent un rôle essentiel en signalant les cas de corruption et en révélant les abus de pouvoir et les actes répréhensibles. En célébrant la journée africaine de lutte contre la corruption, sous le thème du mécanisme de protection des lanceurs d'alerte, l'Union africaine souligne son engagement envers la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité à l'échelle du continent. Parmi les actions menées par la HABG, l'on peut citer la mise en place d'un cadre légal et réglementaire pour la promotion de la bonne gouvernance, la sensibilisation des acteurs publics et privés sur l'importance de la transparence et de l'éthique, l'installation des comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorps, anticorruption, afin de permettre à la société civile de pouvoir prévenir la corruption au niveau local. Ces actions et réformes ont permis de placer la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant un bon climat des affaires, où la prévalence de la corruption évolue positivement dans le sens d'une réduction significative depuis quelques années. En effet, selon l'ONG Transparency International, le score de la Côte d'Ivoire est passé de 27 sur 100 en 2012 à 40 sur 100 en 2023, avec un rang de 130e à 87e sur 180 pays évalués, ce qui constitue l'un des progrès les plus significatifs au cours des 10 dernières années en Afrique dans l'indice de perception de la corruption.
La commission de l'UEMOA de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, en collaboration avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, ont initié depuis le mardi dernier un séminaire national de formation sur la régulation du transport maritime dans les États membres de l'UEMOA. Cette formation de 3 jours permettra aux acteurs intervenants dans ce secteur de comprendre les évolutions, mais aussi les défis et perspectives de l'économie bleue. On en sait davantage avec Onena Norgo et Marie Seri. Espace économique commun, défi commun donc pour les pays de l'UEMOA. Au nombre de ces défis, la question de la régulation du transport maritime, une problématique à laquelle s'est intéressée la commission de l'UEMOA et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. En collaboration avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, un séminaire de formation a été organisé le mardi 9 juillet 2024 en faveur des acteurs du transport maritime en Côte d'Ivoire. Une formation de 3 jours pour apprendre aux participants les règles de la régulation du transport maritime dans l'espace UEMOA. Nos économies sont-elles dépendantes à 80% du transport maritime? Par conséquent, une synergie d'action des pays de l'UEMOA est nécessaire pour mutualiser leurs ressources et leurs efforts afin d'accroître la part du commerce intra-africain et du commerce avec le reste du monde. Durant ce séminaire, plusieurs modules seront développés, notamment l'évolution du transport maritime dans l'espace UEMOA, les défis, mais aussi les perspectives de cette économie bleue. C'est très important qu'un cadre qui s'occupe des affaires maritimes ou bien du transport maritime sache quelle est la réglementation qui s'applique dans le secteur. Malheureusement, on n'a pas souvent la possibilité d'avoir des formations. Et ce n'est pas la faute des cadres quand ils ne savent pas exactement ce qui se trouve dans la réglementation. Ils sont tellement pris par les activités quotidiennes. Donc de temps en temps, il faut les recycler. Donc on va présenter un peu l'évolution de l'industrie shipping, comment est-ce que ces marchés se comportent, donc l'offre et la demande, on va se pencher sur l'offre et la demande, quels sont les différents éléments qui composent ces marchés, c'est ce que nous allons voir et puis présenter. Ce séminaire de formation prendra fin le jeudi 11 juillet 2024 avec une remise de certificats aux participants. Au chapitre eau et assainissement, la Côte d'Ivoire veut atteindre les objectifs 6 des ODD d'ici à 2050. Une réunion stratégique intégrée eau et assainissement entre les ministres concernés et les partenaires financiers et techniques s'est tenue ce mardi au siège du projet Bassin Versant à Abidjan. L'objectif est d'offrir de l'eau potable aux populations à moindre coût grâce à la politique de la circularité et à la sécurité de l'eau. Un programme qui s'élève à plus de 825 millions de dollars. Le point de la rencontre avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Pour atteindre les objectifs de développement durable numéro 6 sur l'eau et assainissement, la Côte d'Ivoire a besoin de financement. C'est l'objet de cette table ronde entre le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre des Eaux et Forêts et les partenaires financiers et techniques. Dans sa stratégie, la Côte d'Ivoire a prévu, pour atteindre cet objectif, de développer plusieurs méthodes dont la circularité et la sécurité de l'eau. Aujourd'hui, nous utilisons un système linéaire, mais de plus en plus, il faut utiliser un système circulaire. C'est-à-dire qu'on utilise de l'eau et quand on a utilisé, on le rejette, mais cette fois-ci, on ne le rejette plus. On le transforme et on le réutilise. Il était question de faire le plaidoyer auprès de ses partenaires pour atteindre les objectifs de financement de ce programme ambitieux. Après que la Banque mondiale ait annoncé, enfin ça c'est déjà signé, les 825 millions de dollars c'est déjà signé, ce projet va démarrer bientôt. La BAD nous a assuré qu'elle va compléter ce montant à 1,2 milliard. Donc elle va apporter 375 millions de dollars supplémentaires. Ce n'est pas
encore suffisant. Donc on a voulu cette table ronde-là qui permette aussi de mobiliser d'autres partenaires. Et on est très content donc des résultats de cette table ronde où on a une confirmation de la BAD, donc la Banque africaine de développement, et d'autres partenaires. Le 6e objectif dont il est question ici vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2050, en particulier pour les populations vulnérables. Il appelle également à une gestion durable de cette ressource. La gestion des déchets solides est un problème pour la ville d'Abidjan, mais plus encore pour celle de l'intérieur. C'est pourquoi l'Agence nationale de gestion des déchets s'est alliée à la Direction générale de la décentralisation et du développement local pour mutualiser leurs forces pour venir à bout de l'insalubrité dans les collectivités territoriales. Cette mutualisation des efforts s'est concrétisée par la signature d'une convention par les deux parties ce mardi au siège de l'ANAGED. Le point avec Philippe Zabo et c'est ici. Le développement durable passe par une gestion efficiente des déchets solides, rôle que l'État ivoirien a dévolu à l'Agence nationale de gestion des déchets. Pour mener à bien sa mission, surtout à l'intérieur du pays, l'ANAGED s'est alliée à la Direction générale de la décentralisation et du développement local, un organe du ministère de l'Intérieur en charge des collectivités locales. Cette union s'est matérialisée par la signature d'une convention très importante selon les signataires. Cette collaboration que nous renforçons aujourd'hui est guidée effectivement par des objectifs clairs et ambitieux. À travers le comité technique qui sera mis en place, nous visons particulièrement à transformer nos collectivités en modèles de propreté et de gestion responsable du cadre de vie des populations. Et pour ce faire, ce comité aura pour mission essentielle de fournir un appui institutionnel à l'ANAGED afin de renforcer ses interventions au niveau local, d'accompagner l'ANAGED dans l'exécution de ses missions auprès des collectivités territoriales en matière donc de gestion des déchets solides et dans d'autres aspects. Je voudrais très sincèrement, sans répéter ce qu'elle a déjà si bien dit, dire merci et affirmer toute notre disponibilité à accompagner l'ANAGED, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, surtout à l'intérieur du pays où les besoins sont immenses. Un comité technique sera mis en place pour l'opérationnalisation de cette convention qui est la deuxième entre l'ANAGED et la DGDDL. La première avait été signée en 2019. Le programme national de lutte contre le tabagisme a mené une opération de contrôle dans des endroits publics d'Abidjan. Conformément à la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 portant interdiction de fumer dans les endroits publics et transports en commun, le PNLTA et la direction de la sécurité sanitaire ont fait immersion dans le monde de la nuit dans le cadre d'une campagne de répression. Notre équipe de reportage était témoin. Abidjan by Night, dans ce monde de la nuit où joie et sonorité investissent les endroits publics. Mais pas que, la fumée nocive prend également part à la fête. Cette fumée blanche à l'odeur reconnaissable provient de la chicha. Il est 22 h dans la commune de Cocody lorsque la sécurité sanitaire du ministère de la Santé fait immersion dans un lieu public très fréquenté. La présence de nos caméras met mal à l'aise le propriétaire du local. Et cette initiative d'intimidation ne freine point la saisie de quelques chichas. D'un endroit public à un autre, les saisies de chicha se font différemment, comme ici avec ce gérant qui obtempère tout en cherchant réponse à ces questions. On a commencé sans la chicha, parce que la mentalité des gens ne se basait pas sur la chicha. Mais aujourd'hui, vous avez pris la chicha, non? Demain, faites un tour ici, vous allez voir. Et c'est dans la commune de Marcory, sous une fine pluie,
que le directeur de la sécurité sanitaire et ses hommes terminent leur journée de contrôle et de répression, une halte pour faire l'état des lieux. Des sanctions sont des amendes, d'accord? Il y a des amendes qui sont prévues, des amendes pour les fumeurs et des amendes pour les promoteurs, les propriétaires des lieux qui vont de 50 000 à 250 000. Mais au-delà de ces amendes, la répression peut aller jusqu'à la fermeture des établissements incriminés en cas de récidive ou bien des exagérations. Donc j'exhorte toute la population à interpeller tous les fumeurs, tous les espaces publics et les transports en commun où on ne respecte pas le décret portant interdiction de fumer. Le PNLTA entend faire appliquer la loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019 portant interdiction de fumer dans les endroits publics et transports en commun. Même si dans certains lieux publics, le respect de cette loi est observé, il y a encore chemin à parcourir pour faire entendre raison aux fumeurs à l'effet de préserver leur santé et celle des non-fumeurs. Et l'actualité, c'est aussi le sport. Une fois de plus, l'association d'Abidjan Basket Club signe son titre de champion de Côte d'Ivoire. Un succès rendu possible grâce à l'accompagnement de la Banque nationale d'investissement, BNI, qui s'est engagée à soutenir le développement et la croissance du club à travers un partenariat scellé depuis le 6 mars dernier. Et c'est avec fierté que Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement, réceptionne le trophée. Zénab Dosso et Doumbia Ayuba étaient témoins de cette cérémonie de présentation du trophée. Tout part d'une signature de convention signée depuis le 6 mars dernier entre la Banque nationale d'investissement BNI et Abidjan Basketball Club ABC. Un partenariat où la BNI s'est engagée à soutenir le développement et la croissance du club. Quelques mois après, Abidjan Basketball Club signe un nouveau titre de champion de Côte d'Ivoire et reçoit son trophée, faisant ainsi la fierté de la Banque citoyenne au service du développement BNI qui se félicite de tout l'accompagnement apporté au club. Occasion pour Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement, de réceptionner le trophée des mains du vice-président de ABC, Abidjan Basketball Club. Non, effectivement, aujourd'hui, on reçoit ABC, qui veut dire Abidjan Basketball Club, qui est un club mythique du basketball ivoirien et africain également. Alors, il y a à peu près 3 mois de cela, on a signé un partenariat avec ABC d'accompagnement. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que ABC, malgré un début de saison difficile, a réussi à remonter pour finir champion de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce trophée qu'ils étaient venus nous présenter aujourd'hui en tant que partenaire et sponsor de ABC. Avec ce partenariat, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de l'accompagnement que vous savez, nous avons aussi aidé à bancariser nos joueurs, car depuis que nous sommes avec la BNI, nos joueurs ont maintenant des cartes prépayées avec lesquelles elles sont payées et certains qui ouvrent des comptes. Donc pour des athlètes qui avant n'avaient pas accès au système financier, ce partenariat nous permet maintenant de les bancariser, de les éduquer. L'Abidjan Basketball Club est un club ivoirien de basketball basé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le club comptabilise 19 titres de champion chez les hommes et 10 chez les femmes. La BNI entend poursuivre davantage son accompagnement pour toujours justifier son titre de banque citoyenne au service du développement. Direction Korogo. À l'occasion de la fête des mères, la députée de Korogo commune, l'honorable Madjara Koulibaly, a remis un important don aux femmes de Korogo et celles des sous-préfectures, ce qui leur a permis de se prendre en charge et être autonomes. D'où le thème « Unissons-nous pour l'autonomisation des femmes » pour démontrer notre détermination à travailler ensemble afin de les soutenir. Le point avec Ouattara Daouda. Véritable ambiance entre les femmes du Poro et l'honorable Madjara Tchegbana Koulibaly. Plusieurs maires de la sous-préfecture de Korogo ont été honorées le week-end dernier à l'occasion de la fête des mères. Elles ont reçu des pagnes, des brouettes, des pelles, des ustensiles de cuisine et des frigos de la part du député de Korogo commune qui œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants démunis. Il est de notre avis que les femmes, une fois autonomes, sont en mesure de devenir des moteurs de transformation
pouvant changer leur vie, leur famille et leur communauté. En organisant cette cérémonie pour la 4e fois consécutive, nous réaffirmons notre engagement envers l'autonomisation des femmes de la région du Poro. J'aimerais vous dire, chères sœurs, que là où les autres ont réussi, vous pouvez également réussir. Aujourd'hui, en célébrant les mères, nous célébrons la vie, en mettant les femmes au cœur de la politique d'autonomisation du gouvernement. Vous faites de chaque femme un maillon d'autonomisation. Et ces dons permettront à ces braves mères, à ces braves femmes de se prendre en charge. Déterminés à créer un environnement propre et propice à leur développement, éducation, accès à des opportunités et à leur participation active dans la société politique et sociale. L'honorable Madjara Coulibaly a profité de l'occasion pour féliciter le courage dont elles font preuve pour parvenir à leur autonomisation et participer au rayonnement de la région du Poro. La salle de conférence de la préfecture d'Adzopé a accueilli la 2e session 2024 du comité de gestion locale de la réserve naturelle de Mabiyaya, organisée par l'Office ivoirien des parcs et réserves le vendredi dernier. Cette 2e session de l'année a permis d'aborder les questions cruciales pour la préservation de cette importante réserve naturelle, un projet financé par la Banque mondiale. Le commentaire est signé Mondésir Nascimento. L'objectif de cette 2e session 2024 était de faire le bilan des activités de gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya, RNMI. Cette session a donné l'occasion de débattre des sujets importants de l'environnement. L'orpaillage illégal qui entraîne des conséquences désastreuses sur l'environnement et l'économie autour de cette réserve naturelle ainsi que d'autres aires protégées. Ce comité de gestion locale a pour mission principale de protéger et de gérer la réserve naturelle, surveiller la faune et la flore, de mettre en place un programme de reboisement et de lutter contre les activités illégales telles que la déforestation et la chasse non autorisée. Il faut noter que les sessions de CGL ont pour objectif de faire le bilan des activités menées le trimestre précédent à tous les membres du comité. Et lors de ce bilan, on a pu noter qu'en dépit de quelques difficultés, nous avons une bonne exécution des activités qui ont été programmées dans le plan de l'opération au titre du premier trimestre. Aussi, les difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure ont commencé à être levées. Il s'agissait de l'acquisition de matériel de travail. Les difficultés qui ont pu être levées aussi lors de cette présentation ont concerné surtout la situation de l'orpaillage autour de l'aire protégée, notamment au niveau du fleuve Komoué. Donc ça a fait une très belle session. Nous avons eu des avancées notables quant à la pénétration des tiers dans cette réserve. On a noté effectivement qu'il y a eu des arrestations. Il était aussi question de présenter la stratégie d'appui aux populations riveraines avec le projet d'investissement forestier de PIF2 et lancer les prix verts du meilleur village éco-citoyen. J'ai dit que tous les chefs nous adhérons à l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Nous faisons notre part, nous sensibilisons, nous interdisons. Et encore à Bétier, nous sommes au bord d'une réserve. Nous disons que nous savons que les réserves n'admettent pas la présence humaine. Nous, chefs, nous avons fait notre part. Il reste le gouvernement. Il faut noter que la réserve naturelle de Mabiyaya se situe dans la région de Lamé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette zone protégée s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, englobant une riche diversité d'écosystèmes, allant des forêts denses aux zones humides. Pour être complet sur l'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été prises. Le directeur général du conseil coton Anacarde, Coulibaly Adama, a été relevé de ses fonctions. Également, le directeur de la RTI, Fousseni Dambélé, a été remercié. Je vous propose d'écouter un extrait du ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement. A décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général
du Conseil Coton Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Les conseils d'administration de ces deux structures se réuniront respectivement pour désigner les intérimaires à ces deux directeurs généraux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.